Bonjour David Chapira, heureuse de vous avoir à nouveau pour Alliance. Bonjour Claudine. J'espère que vous allez bien. Ben oui, on va mieux maintenant, oui. Oui, on a récupéré une nuit exceptionnelle. Absolument une nuit un peu blanche, d'ailleurs. Un peu blanche, oui. Alors, quelle est votre analyse et à votre avis, va-t-il y avoir une réponse d'Israël ou pas? C'est à peu près toute la question que tout le monde se pose. Va-t-il y avoir une réponse et si oui, laquelle? Mais avant, il faudrait quand même juste analyser ce que nous avons vécu parce que nous avons vécu une nuit historique tout d'abord, parce que c'est la première fois depuis que la République islamique, si on peut appeler ça une république, nous attaque frontalement et envoie des missiles. Et, surtout les drones. Des drones qui pèsent 300 kilos quand même, 60 tonnes en tout d'explosifs en Israël. Alors justement là-dessus, je voudrais quand même vérifier cette information. Sachant qu'un drone ne peut porter qu'une charge de 20 à 30 kilos. Oui, vous avez des missiles qui peuvent porter des centaines de kilos. D'accord. Voilà. Alors, d'ailleurs, on dit tout le temps 99%, et ce serait 97%, parce qu'il y a environ une dizaine de missiles qui ont réussi à pénétrer dans l'espace aérien israélien et à tomber dans des cibles qui n'étaient pas non plus significatives. Peu importe, en tous les cas, le résultat est un très très bon résultat pour Israël. Bien sûr. Mais évidemment, ce qui s'est passé est extrêmement grave parce que c'est une déclaration de guerre. En fait, lorsque je regardais la télévision, donc ce samedi soir, on n'a pas réussi à vraiment s'endormir. Il y avait en moi une excitation tout à fait incroyable qui tenait au fait que nous vivions un moment historique qui serait inscrit plus tard dans les livres qui raconteront l'histoire d'Israël, l'histoire de la région. C'est une déclaration de guerre. Et c'est un fait, je dirais presque, c'est pas un fait unique, c'est pas la première fois qu'on fait la guerre à Israël, mais de cette façon à 1500-1600 km de là, oui, c'est la première fois que l'Iran bombarde. L'Irak avait bien, on se rappelle que l'Irak dans les années 90, la guerre du Golfe, du moins la première, avait tiré des missiles qui étaient tombés aussi en Israël, mais là c'est une masse, c'est plus de 300 engins explosifs de toutes sortes. Et c'est vraiment important. Donc, mais beaucoup de drones, excusez-moi de vous interrompre, étaient dysfonctionnels sur les... Oui, alors ça c'est intéressant de constater aussi que ce grand tigre, l'Iran, qui possède des dizaines de milliers de missiles et de drones, peut-être même un peu plus, tout compte fait, ne sont pas si, je dirais, si au point qu'on pouvait se penser. Cette grande puissance s'avère tout compte fait ne pas être une très très grande puissance. Et là se pose la question donc après cette déclaration de guerre, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est le 1er avril que Israël a éliminé le responsable de, entre guillemets, la résistance chiite contre Israël en Syrie, c'est-à-dire la présence iranienne. Tout à fait. Notons quand même pour les auditeurs, mais ils le savent déjà, que dans cette annexe consulaire, il n'y a aucun diplomate qui a été tué, quand même, c'est très important. Et ce n'est pas un bâtiment de... Oui, mais il n'y a aucun diplomate, même si c'est collé au consulat. Il n'y a aucun diplomate qui a été visé, ni qui a été tué. Il y a eu 8 ou 9 gardiens de la révolution des hauts placés, donc des hauts gradés, plus 2 ou 3 responsables du Hezbollah qui faisaient une réunion pour fêter un anniversaire. C'était juste la raison. Alors, on va revenir maintenant à des choses plus sérieuses. Moi, je suis catastrophé quand j'entends que, en fait, Israël veut réagir et que cette coalition menée par les États-Unis, cette coalition internationale, essaye veut freiner Israël pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils ont peur d'une dégradation de la situation. Ils ont aussi des intérêts dans le détroit d'Ormuz, maintenant, qui est la cible aussi des gardiens de la Révolution, qui est un petit passage de quelques kilomètres, 40 kilomètres. Où un bateau a été arraisonné, d'ailleurs. Absolument, et d'autres bateaux pourraient l'être aussi. Donc ça va nuire au commerce international, là où passent les pétroliers, donc le prix de l'essence risque etc. Donc on ne veut pas qu'Israël s'engage dans des représailles ou une réplique qui signifierait peut-être une guerre ouverte avec l'Iran. Et comme historien, je ne peux que faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Lorsqu'Hitler monte au pouvoir et que petit à petit, Hitler décide de violer tous les accords et tous les engagements à laquelle il s'est engagé devant les nations. Et petit à petit, il grignote la Ruhr, les Sudètes, la Tchécoslovaquie. Enfin, petit à petit, il annexe tout, jusqu'à ce qu'il y ait une ligne rouge. Et plusieurs fois, plusieurs historiens ont souligné le fait que si on avait attaqué Hitler avant
avant que lui-même attaque ce 10 mai 1940, avant qu'il lance lui-même une grande offensive. C'est-à-dire que si on l'avait déjà attaqué sur ses premières violations, après ses premières violations, Hitler n'aurait jamais été au pouvoir en 39, 40, 41, il n'aurait jamais eu la Seconde Guerre mondiale. Donc à force de vouloir la paix, à force de vouloir la tranquillité, à force de vouloir le silence, eh bien, malheureusement, on risque plus tard de récolter des fruits, je dirais pas les fruits de la colère de l'Iran, mais des fruits beaucoup plus graves, parce que nous savons tous que l'Iran aspire à développer un programme nucléaire, qu'il est proche de la bombe nucléaire, et si nous laissons l'Iran encore se développer, et si nous ne touchons pas à la source du mal, c'est-à-dire à l'Iran, l'origine du mal, oui, à l'origine du mal, absolument, nous aurons beaucoup de mal après à nous défaire de ce gouvernement iranien. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut absolument attaquer l'Iran, pas le peuple iranien, mais attaquer au moins tous les édifices, les bâtiments qui sont identifiés au gouvernement iranien, que ce soit le Parlement, le bâtiment de la radio, le bâtiment de la télévision. Allez, je donne des idées où bombarder, des ministères, allez-y. les endroits qui sont supposés être des endroits où on développe la technologie nucléaire aussi. Je pense qu'on a toutes ces informations de façon assez précise, et envoyer des missiles et l'aviation, de bombarder cela afin de déstabiliser le gouvernement et que la rue renverse le pouvoir, d'aider justement les opposants à ce gouvernement iranien à faire tomber ce gouvernement et à le remplacer par quelque chose qui serait beaucoup plus correct et beaucoup plus stable. Car non seulement l'Iran est un facteur de danger lui-même, mais il développe le danger autour de la région comme par ses proxys, comme une pieuvre avec ses tentacules. Et donc l'Iran est présente maintenant en Syrie, elle est présente en Irak, elle est présente au Liban, elle est présente à Gaza, elle est présente un peu partout. Elle menace aujourd'hui la Jordanie. En fait, elle menace la stabilité de toute la région, c'est-à-dire tous les pays sunnites, évidemment, ainsi qu'Israël qui est sa première cible. Donc je trouve cela criminel aujourd'hui d'empêcher d'Israël de réagir. Et au contraire, si l'Occident était conscient du danger que représente l'Iran, je pense qu'ils en sont conscients, mais ils sont lâches, et ils ont peur. Je pense qu'ils devraient être les premiers à vouloir aider Israël à frapper l'Iran après qu'elle ait elle-même ouvert les hostilités. Donc ça c'est mon analyse. Plus on repousse, si vous voulez, et plus ce sera difficile après à s'attaquer à l'Iran. Et de toute façon, il faudra un jour s'attaquer à l'Iran, comme il a fallu un jour déclarer la guerre à l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939, après que 2 jours avant, Hitler ait envahi la Pologne. Donc voilà quand je réfléchis d'un point de vue historique, quand j'essaie de prendre du recul, je pense qu'on se met en danger. Et tout ça pourquoi ? Eh bien parce que l'Amérique, Biden, a des élections en novembre. C'est une mauvaise année, on est mal tombé. Exact. Et si Biden encourage Israël ou laisse faire Israël, il sera accusé d'être le belliciste, d'être celui qui va fournir les armes pour déclencher un chaos régional. Mais en fait, je pense que le monde occidental réagit par lâcheté et par peur. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Voilà, c'est savoir maintenant comment Israël va réagir. Il y a tout un éventail de réactions, on peut en parler, mais... Justement, j'aimerais te dire quand même quelque chose qui me semble important. C'est de faire un parallèle qui me semble évident et qu'on a évité, celui du Hamas. C'est-à-dire on a laissé faire en espérant que, justement, le Hamas ne voulait pas d'un État palestinien, et on s'est dit on est tranquille depuis 2001. Donc en 1987, ce pouvoir a été élu, d'accord, une organisation terroriste, c'est ça ? Oui, en 2005, enfin 2006 en fait. Non, lorsque nous sommes retirés, mais depuis 1987, le Hamas était là. Oui, c'est une association qui était là et que nous avons même encouragé à se développer, absolument, pour faire un contre-pied avec l'OLP. Exactement, et voilà où nous en sommes. Le 7 octobre, on est une preuve sanglante d'un calme, on va dire relatif, mais qui finalement nous revient en boomerang. Donc l'Iran serait peut-être même pire en termes d'attaque. Oui, le Hamas, c'est une organisation, c'est pas un pays. La surface du Hamas, c'est la bande de Gaza, c'est 40 et quelques kilomètres carrés. L'Iran, c'est 20 fois Israël, c'est pas comparable. Tout à fait, mais l'avantage... La population, c'est 2 millions à Gaza. Et 80 millions... 90, d'après les chiffres, 90 millions, donc c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. C'est 20 fois plus d'espace et 9 fois plus de population. Mais nous savons qu'environ, dans la population iranienne, 20% sont affiliés ou soutiennent le pouvoir,
et 80% sont extrêmement mécontents, ne peuvent pas le dire, évidemment, ils ne peuvent pas l'exprimer. Donc, il ne faut surtout pas attaquer la population civile iranienne, mais il faut cibler, et c'est très facile, encore une fois, ce qu'il y a de plus important pour le régime iranien, c'est-à-dire le palais, le parlement, encore une fois, les chaînes de télévision officielles, les radios, et tous les moyens de communication, en fait. Et aussi les bases militaires. C'est ce qu'il faudrait cibler pour pouvoir déstabiliser l'Iran. Ça permettrait peut-être aussi à la population, après cela, de pouvoir descendre dans la rue et de renverser le gouvernement. C'est comme ça qu'on renverse un gouvernement, quand on s'attaque au symbole et, je dirais, à son poumon. Son poumon, c'est la télévision, c'est les moyens de communication, comme vous l'avez rappelé. Surtout que 80% de la population serait absolument pour le renversement de ce gouvernement. Absolument. C'est un soutien. Nous n'aurions que des applaudissements. Mais, encore une fois, je rappelle que Biden doit se présenter en novembre et qu'il ne veut pas être accusé par Donald Trump d'être la cause, je dirais, d'un dérèglement international. Et Donald Trump joue là-dessus énormément en disant que s'il avait été au pouvoir, jamais l'Iran n'aurait attaqué. S'il avait été au pouvoir, jamais le Hamas n'aurait attaqué. S'il avait été au pouvoir, jamais Poutine n'aurait attaqué. Sauf qu'on se souvient, on se rappelle, enfin des fois on oublie, qu'en 2019, l'Arabie Saoudite a été attaquée par des missiles iraniens, que Donald Trump a dit on verra comment on réagira, et qu'il n'a jamais rien fait pour réagir à cela. Donc Donald Trump, c'est bien, il a des belles déclarations, très populistes, qu'on aime, mais dans les faits, pour l'instant, rien n'a été prouvé, et je dirais bien au contraire. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'Israël peut attaquer sans l'aide des États-Unis ? Ce serait très difficile, parce que il faut avoir le soutien des Américains pour cette attaque, d'un point de vue peut-être des missiles. Et même si on pouvait s'en passer, n'oublions pas que nous devons continuer une guerre dans la bande de Gaza où nous avons besoin du matériel américain et des munitions américaines, et nous devons mener aussi une guerre au Hezbollah. Car une réaction, une vive réaction, je dirais officielle en Iran, entraînerait aussi une amplification des bombardements du Hezbollah. Or, le Hezbollah, jusqu'à maintenant, même s'il bombarde continuellement le nord, sa petite goutte, c'est-à-dire par rapport au potentiel de missiles qu'il a, et de drones, toujours évidemment alimentés par l'Iran, on parle de 150 000. Dans la bande de Gaza, on parlait de 15 à 20 000 roquettes artisanales. Donc, encore une fois, là, le Hezbollah est loin d'avoir utilisé une grande partie de son arsenal. C'est ce qui lui reprochait, d'ailleurs, on lui reproche de ne pas attaquer assez. Bon, les questions que se pose Nasrallah sont son amitié soit envers le camp chiite iranien, soit aussi la stabilité du Liban, le Liban qui fait pression sur Nasrallah pour pas que le pays soit attaqué. Donc il est, si vous voulez... entre la chèvre et le chou. Voilà, on pourrait dire de façon un peu plus moins correcte, les fesses entre les deux chaises. La chaise libanaise et la chaise iranienne. Oui. Donc c'est pour ça qu'il ne se permet pas encore d'attaquer de façon virulente et de façon importante Israël. Si l'Iran était attaqué, l'Iran exercerait une pression énorme sur le Hezbollah pour qu'il, cette fois-ci, déploie l'essentiel de son arsenal. Ça voudrait dire que nous serions aussi obligés de réagir au Liban, c'est-à-dire de bombarder les villages du sud Liban, de rentrer par voie terrestre dans le sud du Liban avec encore des centaines de soldats qui tomberaient au combat. C'est vrai qu'on mettrait le Liban, je dirais, prêt à terre et qu'on détruirait aussi leurs infrastructures, mais c'est encore, si vous voulez, encore un conflit en plus dans le nord. N'oublions pas qu'on n'a pas fini avec la bande de Gaza, qu'il y a encore des otages, selon le porte-parole Agari, général Agari, dans Rafah, dans Rafah, et qu'on est encore loin de Rafah parce qu'il n'y a pas d'ordre qui a été donné. Oui. Et tout cela nécessite, on est déjà 6 mois de guerre. Donc si vous voulez, si le processus se dégrade et s'enclenche, on est encore pour 2-3 ans de guerre avec une économie qui va être saignée, avec des citoyens qui vont souffrir et qui vont aussi en payer le prix. Donc tout ça, c'est des questions que se pose le cabinet de guerre, des questions que les Américains ont résolues parce qu'ils veulent essayer de cesser un petit peu l'escalade de la violence. Et pour l'instant, dire à Israël, reconcentrez-vous peut-être sur le Hamas, parce qu'on est toujours sans résultat des négociations, c'est terminé, le Hamas ne veut pas. Et donc maintenant,
on est acculé, on n'a plus le choix que de rentrer dans les parties de la bande de Gaza où nous n'étions pas pour essayer de retrouver ces otages morts ou vifs. Alors oui, donc Hamas finalement reste l'objectif majeur, mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse vraiment, et je pense qui intéresse nos auditeurs, cette fameuse coalition. C'est-à-dire nous avons eu l'avantage d'avoir les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Jordanie, l'Angleterre, je l'ai dit, et l'appui de certains pays arabes, puisque ce sont eux qui ont transmis l'information, notamment l'Arabie Saoudite, qui a transmis l'information aux États-Unis pour dire voilà à quelle heure ça va se passer et voici ce qui va se passer samedi soir. Oui. C'est quand même unique dans l'histoire. Oui, alors justement, à propos de votre question, la France, oui, elle a aidé, mais on ne sait pas comment, ni on ne sait pas à quel point. Par les radars. Par les radars, mais voilà, la France a apporté sa contribution, mais elle ne veut pas le dire. Hein. Elle est très prudente, il y a les Jeux Olympiques, elle a peur des attentats, donc la France, elle n'ose pas avouer, comme beaucoup de personnes n'osent pas avouer leurs sentiments. Hein, oui, et la France n'ose pas avouer qu'elle a aidé Israël parce que ça serait peut-être mal vu. Alors en fait, vous avez raison de préciser tout cela parce que les Américains essayent de nous allécher avec un prix, avec une récompense, c'est le bâton ou la carotte. Et la carotte, c'est l'Arabie Saoudite, la normalisation, cette fameuse normalisation pour laquelle aussi peut-être le Hamas nous a attaqué le 7 octobre en disant, regardez, de la retenue en contrepartie d'une reconnaissance officielle avec l'Arabie Saoudite, car ces pays-là, l'Arabie Saoudite, ces pays arabes, les Émirats avec lesquels nous sommes en paix, craignent aussi d'être attaqués par l'Iran. Ces pays-là, d'ailleurs l'Arabie Saoudite a été attaquée par l'Iran, ne possèdent aucun dôme de fer, aucun système aérien de défense, et donc une reconnaissance, je veux dire, entre Israël et l'Arabie Saoudite serait un grand pas en avant par rapport à notre statut dans les pays arabes, et mettrait et isolerait un peu l'Iran. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est ce que disent les Américains en fait pour freiner Benjamin Netanyahou, lui disant si tu ne réagis pas, on va agir, on va œuvrer pour avancer le processus de normalisation entre les deux pays. C'est un peu la base, si vous voulez, de la récompense qu'aurait Netanyahou s'il ne réagissait pas. Mais comme l'ont souligné tous les journalistes dans toutes les chaînes de télévision, il y a aussi le camp, je dirais, de la droite dure ou de la coalition, le camp dur de la coalition, donc Bezalel Smotrich et Ben Gvir, qui disent qu'on ne peut pas rester immobile et insensible. Rappelez-moi s'ils ont fait déjà l'armée, s'ils ont fait... Non. Voilà. Mais la vérité, écoutez, pour l'instant, il y a les questions de stratégie. Je ne sais pas s'il faut avoir été un bon soldat pour être un bon stratège. On peut être un très bon soldat et un mauvais stratège. Et on peut être un très bon stratège. Vous voyez, Shimon Peres, par exemple, de mémoire bénie, n'a jamais fait l'armée. Pourtant... Il a énormément contribué dans le système de défense israélien. Tout à fait. Donc, on n'est pas toujours obligé d'avoir fait l'armée. Ben Gurion n'avait jamais fait l'armée. Et pourtant, c'est lui qui a créé Tzahal. Oui, c'est vrai. Les généraux ne sont pas toujours les meilleurs dans ce qui concerne les questions politiques et des fois même des questions de stratégie internationale. Je ne me fierai pas toujours au fait qu'une personne a fait 20-25 ans de service. C'est bien que ça peut aider pour les questions de défense, etc. Mais ce n'est pas toujours... peut-être souhaitable pour des questions de stratégie, de relations internationales, etc. Mais dans ce cas-là, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez rajouter, cher David Chapirin ? Je crois que nous allons attendre de savoir ce que le cabinet de guerre qui se réunit en ce moment où nous parlons va décider, si on sait quelle sera la décision. Si vous me demandiez ce que j'en pense, mais évidemment, je n'ai pas la science infuse ni le don de prophétie, je pense qu'Israël réagira, mais de façon... beaucoup plus discrète qu'on l'en pense. Parce que nous avons toujours cette option de réagir en touchant des cibles sans même que nous le sachions, sans même que nous l'apprenions. Et c'est peut-être la voie, si vous voulez, la voie médiane entre ne rien faire et envoyer des missiles et détruire, faire un coup d'éclat, essayer justement peut-être de réagir de façon extrêmement discrète en sabotant des systèmes d'informatique, des systèmes liés à la cybersécurité, etc., pour peut-être frapper même fort l'Iran, mais sans explosion. Parce que des fois, on peut faire beaucoup de dégâts sans explosion. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment, mon cher David. Et un mot pour finir ? Je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices
pour nos co-religionnaires, comme on dit, co-religionnaires juifs, une bonne fête de Pessah. Tout à fait. Et pour nos amis chrétiens, des bonnes fêtes de Pâques. Et pour nos amis musulmans, ils ont terminé Delphitaire, donc eux, ils sont contents. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et je vous dis à très vite, à bientôt sur cette radio. À bientôt.